Escart Financial Services nous accompagne comme chaque jour. Bonjour Grégory, avec alors des marchés américains on va dire assez mitigés. Le Dow Jones recule un peu alors que les deux autres indices sont plutôt bien orientés. Les marchés américains qui digèrent d'ailleurs aujourd'hui le chiffre des ventes au détail du mois de février aux États-Unis. Chez vous, un chiffre finalement assez faible. Comment est-ce que vous analysez ce chiffre inférieur aux attentes, c'est vrai, des ventes au détail ? C'est difficile de dire si le marché le digère ou si le marché ne fait pas seulement hausser les épaules. Parce que, en fait, si on regarde le chiffre du mois de février sur les ventes de détail, avec une baisse de plus de 3% de ces ventes de détail, on se dit déjà, ok, février, il faisait froid, il y a eu des tempêtes qui ont immobilisé beaucoup d'États aux États-Unis. Mais quand on voit qu'en fait le chiffre du mois de janvier a été revu fortement en hausse, puisqu'on est à plus de 8% de hausse en janvier, alors qu'avant on en était à 5%, on se dit qu'il y a quelque chose d'autre que juste la météo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont reçu leur fameux chèque de $600. C'était le dernier plan d'aide, avant celui qui vient d'être voté. C'était le plan d'aide du mois de décembre. Ils l'ont reçu début janvier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains ? Évidemment, ils ont été faire du shopping. Donc, ça a tellement poussé à la hausse les ventes de détail du mois de janvier. 8,6% de hausse, c'est énorme. Que, évidemment, en février, ça s'est calmé. Si on fait la moyenne sur les 2 mois, on arrive exactement à ce qui était attendu, une moyenne à peu près de 4,5% de hausse par rapport à l'année d'avant, ce qui est quand même remarquable. Donc c'est pour ça que je dirais aussi bien le marché que sûrement les membres de la Fed ne vont pas attacher trop d'importance à ces chiffres de vente de détail juste sur le mois de février. Plus intéressant peut-être la production industrielle qui elle aussi a été publiée. Quelles leçons, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de cette production industrielle publiée il y a quelques minutes, Grégory ? Quitte à se répéter, c'est pratiquement le même problème. Alors là, c'est moins évidemment la dépense du consommateur que le facteur à la fois météo, qui a immobilisé beaucoup d'industries. Si on regarde par exemple l'exploration pétrolière et de gaz, en baisse de presque 10% au mois de février. C'est pas que tout d'un coup, les Américains ne faisaient plus d'exploration pétrolière et de gaz, c'est que la majorité de ces opérations sont dans le Texas, où il y a eu cette vague de froid historique. Si on regarde les constructions automobiles, en baisse de 8%. C'est parce que la demande d'automobiles a baissé tout d'un coup au mois de février, pas du tout. C'est tout simplement parce qu'il y avait le manque de semi-conducteurs, on en avait beaucoup parlé à l'époque, pour être intégrés dans les voitures. Donc là aussi, c'est un chiffre, disons, qui ne prévoit pas l'avenir, qui ne montre rien d'autre que des circonstances assez particulières pour une économie qui, en fait, se porte extrêmement bien. Et cette fois, nous, on va essayer de se tourner vers l'avenir, pour le coup, avec toujours cette question d'un nouveau plan de relance aux États-Unis. Les démocrates essaient en ce moment d'influencer les sénateurs américains pour qu'ils votent donc ce prochain plan d'infrastructure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces tractations en cours et notamment les earmarks, puisqu'on parle beaucoup de ça chez vous en ce moment au cœur de ces tractations, Grégory ? Est-ce que vous savez ce que c'est les earmarks, Guillaume ? Non, vous le savez sûrement, mais est-ce que vous savez d'où ça vient ? Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Et c'est là que c'est intéressant. Les earmarks, c'était la marque que les éleveurs dans le Far West faisaient sur les oreilles de leurs troupeaux pour identifier leurs bêtes. Donc chaque éleveur faisait un tatouage différent sur les oreilles de ses troupeaux. Pourquoi on dit earmark dans des négociations budgétaires ? En fait, earmark, c'est la possibilité pour un député, donc pour un représentant, dans un budget, d'avoir une certaine somme directement allouée à des projets qui lui tient à cœur, sans devoir passer par l'administration. Alors, faisons un exemple. Il y a un budget de 10 milliards de dollars pour la construction d'autoroutes. Donc, l'argent va directement au département des travaux publics à Washington. Mais sur les 10 milliards de dollars, il y a 1 milliard de dollars qui permet aux représentants d'identifier des projets qui leur sont à cœur. Alors tout d'un coup, vous allez avoir, par exemple, un représentant du Texas qui va avoir une enveloppe de 200 millions de dollars parce que son projet, qui est de développer un pont qui va sur une petite île au large de la côte, c'est ce qu'il voulait. Donc c'est une façon extrêmement importante d'influencer, je dirais, les représentants pour qu'ils participent au vote d'une loi. Alors ce que pensent les démocrates, c'est un peu ça, c'est un peu le sucre. Ils disent aux républicains, écoutez, si vous réintroduisez ces earmarks, qui avaient été supprimés par les républicains, on va pouvoir négocier. Donc sur un budget,
vous aurez pour chacun de vos représentants la possibilité de choisir des projets qui vous tiennent à cœur et pour lesquels, évidemment, après, quand vous allez vous présenter devant vos électeurs, vous pourrez tirer parti de ça en disant « Regardez, j'ai ramené 200 millions de dollars dans mon district ». Donc c'est ça. Earmark, c'est vraiment des enveloppes budgétaires très très précises destinées à des représentants qui, eux, ont sélectionné des projets particuliers. Et un instrument pour convaincre donc les républicains de valider le futur plan d'infrastructure, un instrument dont usent manifestement pas mal en ce moment les démocrates dans ces tractations qui se poursuivent et que vous nous faites vivre aussi, Grégory. Tiens, beaucoup s'interrogent sur l'avenir des bureaux, que ce soit en Europe, aux États-Unis, également avec bien sûr le télétravail. Intéressant, Grégory, JP Morgan veut que les stagiaires reviennent au bureau aux États-Unis à partir de l'été prochain. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Oui, c'est JP Morgan et c'est aussi Goldman Sachs. Moi, je réfléchis un tout petit peu. Si vous vous mettez dans la tête de Goldman Sachs et JP Morgan, vous savez très très bien que pratiquement tous vos managing directeurs, toutes les personnes importantes dans vos compagnies, pour le moment, ils sont dans leur maison, dans les Hamptons ou en Floride ou je ne sais quoi. Très bien pour eux. Sauf que si on veut renouveler la base d'employés de ces grandes banques, qu'est-ce que les banques américaines font chaque été? Elles font des programmes pour des stagiaires qu'ils trouvent dans les meilleures universités. Et ces stagiaires, quand ils sont prometteurs, après sont engagés. Or, il n'y a rien de pire pour un stagiaire de se retrouver seul chez lui avec un ordinateur, en télétravail, sans pouvoir avoir un contact avec le personnel qui pourrait le former. C'est déjà difficile d'être formé, mais en plus, à distance, c'est terrible. Donc, d'une certaine façon, JP Morgan, Goldman Sachs, ils se disent, on va permettre aux stagiaires de retourner, puisqu'ils n'étaient pas venus au mois d'août dernier dans les bureaux de ces banques, on va les faire revenir, on va les engager pour cet été, et ça, en fait, ça va pousser leurs supérieurs à revenir aussi, parce qu'on ne peut pas laisser ces stagiaires dans la nature. Donc c'est un peu une façon, de la part de ces banques, d'essayer de faire revenir leur personnel. Il faut vraiment le dire, hein, actuellement, dans les banques à New York, plus de 90% des gens continuent à travailler à distance. Oui, et l'ambiance à New York reste relativement calme. Vous nous en faites part régulièrement, Grégory.